après 4 ans en poste à Paris, l'ambassadeur d'Italie auprès de l'OCDE est sur le point de quitter ses fonctions. Alors, 4 ans, c'est une période, oui, relativement courte, mais en même temps, c'est déjà une période qui permet de dresser un bilan de ses activités au sein d'un certain organisme. Oui, c'est une période courte, mais aussi assez longue. Et disons, c'est la période normale après laquelle un diplomate doit quitter ses fonctions. Parce que normalement, on dit que si on reste trop longtemps dans un poste à l'étranger, on risque de représenter, pas plus de représenter son propre pays, mais de représenter l'organisation ou les postes dans lesquels, ou les pays dans lesquels on est. Donc, je trouve que c'est une règle assez correcte. Assez juste. Assez juste et correcte. Oui, 4 années qui sont passées vraiment avec beaucoup de rapidité, parce que c'était une période facilitée du fait que l'OCDE à Paris. Paris, c'est une ville quand même dans laquelle on peut vivre agréablement pour 4 ans sans trop de problèmes. Trop, dirais-je. Quel problème il y a à Paris, mais quand même, c'est une ville magnifique. Mais c'est surtout parce que 4 ans, de 2010 à 2014, sont 4 ans dans lesquels enfin, on a vu beaucoup de choses, soit l'OCDE, soit dans le monde, surtout d'un point de vue économique. Le monde a affronté une crise profonde, il avait commencé déjà en 2008, mais maintenant on commence à voir un peu, disons, la sortie du tunnel. 4 ans dans lesquels l'Italie a changé 4 gouvernements. Je suis arrivé ici avec le gouvernement Berlusconi, et après c'est le gouvernement Monti, le gouvernement Letta et maintenant le gouvernement Renzi. Et l'un des signes de continuité entre ces gouvernements, peut-être l'un des principaux signes de continuité, c'était la volonté d'engager, de travailler, de coopérer avec l'OCDE. Oui, alors rappelons qu'est-ce que cela signifie, ce sigle. C'est l'organisation pour la coopération et le développement économique. Donc c'est une organisation qui réunit les pays, on peut bien le dire, les plus riches, non? Disons les pays qui étaient peut-être les plus riches à l'origine. Ben, oui, à l'époque, enfin, les pays de l'OCDE aujourd'hui sont 34. Ils comptent grosso modo pour les 60% des produits brut du monde, de la puissance économique du monde. Mais il y a 20 ans, il comptait les 80%. Après, les économies émergentes ont commencé à croître, après il y a eu la crise économique. Mais disons qu'encore sont les pays les plus riches, dans le sens que la richesse individuelle est surtout beaucoup majeure de celle qu'elle est dans un pays, dans les grands pays émergents comme tout ça. Mais la richesse de l'OCDE, ce n'est pas seulement les produits, disons, les produits économiques, c'est aussi sont les règles, les standards, les pratiques de l'OCDE, les peer reviews, les best practices, peut-être c'est encore plus important. Et c'est ça la raison pour laquelle l'OCDE compte dans le monde. Oui, c'est un observatoire privilégié. C'est un observatoire, mais aussi c'est un standard setter. C'est quelqu'un qui crée des règles. C'est la raison pour laquelle l'OCDE, depuis certainement 4 ans, est de plus en plus engagé, travaille avec le G20. Il y a encore 4 ans, l'OCDE était vu avec beaucoup de réticence par certains pays du G20 qui n'étaient pas membres de l'OCDE, comme la Chine, ou l'Inde ou l'Argentine. Aujourd'hui, par contre, l'OCDE est pleinement acceptée. Et lorsqu'il y a le ministre, le chef des gouvernements des G20 des pays des G20 qui se réunissent, normalement, il charge toujours l'OCDE de préparer des rapports sur certains domaines. Mais pensez-vous qu'en perspective, l'OCDE va intégrer ces grandes puissances nouvelles? La Chine est la deuxième puissance économique du monde. Pas à court terme. À court terme, je peux voir plutôt une collaboration accrue entre ces puissances émergentes et l'OCDE. Mais à court terme, la Chine ou l'Inde n'ont aucun désir d'entrer à l'OCDE. Pourquoi? Parce que pour entrer à l'OCDE, il faut accepter l'acquis de l'OCDE. Il y a un acquis pas tellement important comme l'acquis européen, l'acquis qui a produit l'Union européenne dans ses années d'existence. Mais l'OCDE, dans 50 ans, quand même, a produit un certain nombre de déclarations, conventions et tout ça, que pour entrer à l'OCDE, il faut l'accepter. Je ne vois pas certains de ces pays qui acceptent des règles qui ont été décidées, établies par d'autres pays et par eux-mêmes. C'est une question de ownership, de responsabilité.
L'exemple qu'on est en train de voir, et on voit les difficultés, c'est la négociation d'adhésion avec la Russie. La Russie a été commencée en 2007. Et on est encore, enfin, maintenant, elle a été interrompue pour des raisons tout à fait politiques à cause de la crise ukrainienne et tout ça. Vous étiez en train de dire tout à l'heure que l'OCDE n'est pas seulement un bureau d'études, mais fournit aussi des recommandations concrètes. Et donc c'est un outil de politique économique. Oui, ben, l'exemple le plus important aujourd'hui, c'est la fiscalité. L'OCDE est à l'avant-garde de la fiscalité. Il y a les Global Forum sur l'échange d'informations auquel tous les pays adhèrent. Il y a pratiquement tous les pays du monde, sauf 4 ou 5 qui ne sont pas membres. Et maintenant, vous avez vu dans la presse, on a passé à un niveau supérieur avec un échange automatique d'informations. Et là, on est en train d'y travailler. Et un autre sujet sur le plan de la fiscalité, c'est le programme BEPS, on appelle Base Erosion Profit Shifting. C'est un système par lequel on devrait obliger, disons, les multinationales à payer les impôts vraiment dans les pays où ils travaillent. Pas comme c'est la règle aujourd'hui qu'ils choisissent les pays dans lesquels ils ont enfin, un traitement fiscal plus favorable et alors ils choisissent là pour mettre le siège social même s'ils font des affaires dans d'autres pays. On a démarré cette conversation en rappelant que votre mandat a coïncidé avec une période de crise économique internationale. Alors, est-ce que l'OCDE, d'après vous, a fourni un apport important pour... Si. Disons que l'OCDE ne peut pas toute seule trouver les solutions au problème. Il n'y a pas une one solution fits all, comme dirait en anglais. Chaque pays a ses propres défis à surmonter. L'OCDE, mais sûrement l'OCDE a donné des avis qui concernent surtout la réforme structurelle en premier lieu, mais aussi des réformes sociales, le coût du travail, etc., ou aussi l'environnement. Pour l'Italie, comme vous savez, l'OCDE, surtout sur le plan économique, grosso modo tous les 18 mois, elle prépare un rapport adressé à chaque pays membre, avec une série de recommandations. Depuis que je suis arrivé là, on a déjà travaillé sur des rapports concernant l'Italie. Il y a le troisième qui va sortir l'année prochaine, au début de 2015. Et dans ces rapports, il y a toujours eu certaines directives qui ont toujours été les mêmes, grosso modo, la nécessité des réformes, d'implémenter, de mettre en œuvre les réformes, mais aussi ça change selon les programmes du gouvernement, et on met l'accent sur quelque chose ou sur un autre. Pour ce qui concerne l'Italie, j'ajouterais que ce sont importantes les réformes, mais une faiblesse de l'Italie, c'est de ne pas mettre toujours en œuvre complètement les réformes qui ont été adoptées par le Parlement, parce que les réformes nécessitent certaines fois des décrets délégués ou des circulaires des différentes administrations et tout ça, donc on risque certaines fois de perdre pendant la rue les réformes qui ont été adoptées. Donc c'est la raison pour laquelle Gouria, une fois, l'année passée, lorsqu'elle est dans une... Le secrétaire général. Le secrétaire général aussi, on lui avait demandé quelles sont les 3 grandes priorités pour l'Italie. Il avait répondu implementation, implementation, implementation. Appliquer, appliquer, appliquer les réformes. Et avec le changement de gouvernement, ce n'est pas toujours facile. L'Italie disposait également du poste de secrétaire général adjoint qui était rempli par notre ami, M. Piercarlo Padoan, qui était aussi le chef économiste. Le chef économiste, c'est des fonctions très importantes. Lequel est devenu ministre de l'économie et des finances en Italie. Oui, ça, d'un côté, ça signifie qu'évidemment l'OCDE trouve à quelqu'un... C'est un tremplin. Oui, c'est un tremplin. Enfin, il y a quelqu'un auquel faire référence. Mais d'autres, c'est aussi important parce que ça signifie que l'OCDE est très bien connu maintenant en Italie, au sein du gouvernement italien. Donc, on peut travailler très bien avec eux. Et maintenant, je suis en train de travailler exactement sur une date pour une visite de Gouria, du secrétaire général Gouria à Rome. Je ne sais pas si ce sera avant ou à l'été ou sinon à septembre. Quelque chose de non, mais c'est vrai que l'OCDE dispose d'un prestige international qui fait que ceux qui ont travaillé à l'OCDE
dispose à juste titre d'un tremplin aussi pour d'autres activités. Dans les prochains gouvernements, il y avait le ministre Giovannini, qui était le ministre du Travail, qui avait été le chief statistician de l'OCDE, le chef statistique. Et n'oublions pas que l'actuel gouverneur général de la Banque d'Italie avait été lui aussi le chief economist de l'OCDE il y a 20 d'années. Ignazio Visco. Sì. Donc il y a une tradition vraiment de continuité d'échange, dirais-je, entre les membres de l'autre administration italienne et les hauts fonctionnaires de l'OCDE. Là aussi, il s'agit d'un poste d'une très grande importance. On parle bien du gouverneur de la Banque d'Italie. Donc, mais à part, oui, évidemment, le professeur Padoan a quitté l'OCDE. Enfin, il avait quitté l'OCDE pour participer à une réunion des ministres des Finances du G20 en Australie. Il était parti comme secrétaire général adjoint de l'OCDE. Il est rentré de la réunion comme ministre des Finances. Comme les finances italiennes. Ça montre comment il évolue les choses avec rapidité certaines fois. Mais à part Padoan, on a 4 directeurs généraux de l'OCDE qui sont italiens, donc on a encore une présence très importante. Voilà, donc comme on l'avait fait dans une précédente occasion, on s'était vu il y a environ 2 ans pour démarrer cette information adressée aux visiteurs de notre site sur l'OCDE et notamment sur la présence italienne. Alors, comme on l'avait fait l'autre fois, on passe pour conclure à la langue italienne. Qual è il ruolo dell'Italia? Appunto abbiamo detto l'Italia occupa dei posti di primissimo piano in questa organizzazione e mi sembra che l'Italia punti molto sull'OCDE, sull'OCSE, anzi in italiano, perché visto che lo sviluppo non si chiama development ma sviluppo, dunque comincia per S, quindi l'OCSE è per l'Italia effettivamente un punto di riferimento, è citato dai giornali continuamente. E tra l'altro in italiano, non solo in italiano, anche in francese ovviamente, la E non sta per economico ma sta per economici, è sia cooperazione che sviluppo che sono economici. Certo. No, sì, l'OCSE ha sempre contato molto per l'Italia. Direi che a parte però gli alti gradi, all'OCSE abbiamo anche una presenza di funzionari italiani di medio o basso livello, diciamo, cioè, sempre sono persone, funzionari insomma, di livello direttivo, dirigenziale, insomma, sono tutti laureati con un master, un'esperienza internazionale che è molto numerosa. Molto il che dimostra, e da una parte dimostra che nonostante le critiche la scuola e l'università italiane riescono ancora a formare, forse saranno delle nicchie, ma riescono ancora sicuramente a formare dei giovani in grado di competere con i loro coetanei di altri paesi. Dall'altra il fatto però che ci sia sempre numerosissimi candidati italiani per le vacancies che dall'OCSE dimostra indubbiamente anche che in Italia c'è una difficoltà per alte professionalità a trovare insomma, un impiego diciamo, corrispondente alle proprie skills. L'optimum sarebbe se questi ragazzi insomma, questi signori che hanno lavorato all'OCSE per 2, 3, 4 anni possano poi utilizzare l'esperienza OCSE in Italia per rafforzare appunto il sistema economico italiano. Questo purtroppo non avviene molto spesso. Di solito abbiamo citato dei casi di vertice in cui avviene. Ma di solito invece questi ragazzi che hanno lavorato all'OCSE poi trovano molto più facilmente un ulteriore impiego in altre organizzazioni internazionali o in società multinazionali o in società finanziarie piuttosto che in Italia. In Francia, tra l'altro, a Parigi ci sono numerosissimi funzionari, ad esempio ex laureati della Bocconi, hanno un'associazione a Parigi, sono oltre 350, che dimostra purtroppo che dei giovani molto preparati hanno più facilità certe volte a trovare un impiego corrispondente alla loro preparazione professionale all'estero di quanto non lo abbiano in Italia. Questo è un problema molto critico. Tra l'altro, ritornando un attimo alla crisi, l'Italia sta uscendo dalla crisi, sta uscendo molto piano dalla crisi, insomma, ma comunque i dati dovrebbero essere ormai, soprattutto per i prossimi mesi dell'anno, positivi. Tra l'altro c'è un indice dell'OCSE, si chiama il Composite Lead Indicator, che prevede con 6 mesi di distanza diciamo, il PIL e da qualche mese dà delle indicazioni estremamente positive. Vuol dire che il PIL italiano adesso è un segno
siamo vicini allo 0, meno 0,1, più 0,1, però in prospettiva verso i successivi semestri dell'anno e per l'anno prossimo dovrebbe nettamente partire, diciamo, in positivo. Ecco, il problema è ancora, se posso aggiungere, sì, l'occupazione. L'occupazione, c'è di solito un divario temporale tra la ripresa della crescita economica e l'occupazione, è un divario che a volte è perfino di un anno, quindi vuol dire che ancora l'occupazione adesso in Italia, la disoccupazione piuttosto è stabile, non sta più crescendo, però prima di avere una crescita una ripresa dell'occupazione dovremo attendere ancora qualche mese. Infatti la sfida principale del governo italiano, il governo Renzi, oggi il Presidente Renzi sarà davanti al Parlamento europeo a presentare le priorità del semestre italiano di presidenza europea e le due priorità sono crescita e occupazione ovviamente. Io volevo capire se in definitiva chi ha svolto un ruolo così importante come il suo, 4 anni per rappresentare l'Italia presso l'OCSE, se in definitiva è ottimista o pessimista riguardo ai prossimi mesi, ai prossimi anni? Io per natura sono tendenzialmente ottimista. Se vedo poi la situazione rispetto a 2 anni fa, quando si parlava della crisi dell'euro, dell'Italia che stava uscendo dall'euro, che sarebbe stata la bancarotta, oggi insomma lo vedo con i risultati sono là, insomma l'Italia non si parla più si parla molto poco anzi di crisi dell'euro. È inimmaginabile oggi che l'Italia possa uscire dall'euro, ci sono alcuni partiti che lo chiedono per motivi puramente elettorali e politici, ma in realtà non è sull'agenda di nessun governo, quindi vuol dire che insomma qualche cosa in questi 2 anni è stato fatto, quindi speriamo che continui questa direzione di crescita per il futuro. Grazie ambasciatore Oliva. Grazie dottor Canosa.